Salut à vous les juristes et bienvenue pour cette nouvelle petite capsule. On va parler du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Ouais, ça vend du rêve. Du coup, concernant l'essentiel du projet de loi, en fait, il traite de l'assurance chômage, de la validation des acquis de l'expérience et du corps électoral pour les élections professionnelles en entreprise. Et du coup, je vous propose qu'on aborde ces différents volets. Donc on va traiter le premier volet, à savoir celui de l'assurance chômage. Alors, il nous est indiqué que les règles actuelles de l'assurance chômage, donc qui sont issues de la réforme de 2019, prennent fin au 1er novembre. On rappelle que l'application de ces règles avait été retardée par la crise du Covid-19. Et pour rappel, ces mesures concernent les conditions d'accès à l'indemnisation chômage, le rechargement des droits, la dégressivité des allocations pour les hauts revenus et l'ouverture des droits aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants. Alors, au vu de l'urgence, le nouveau projet de loi pour l'assurance chômage permet au gouvernement de prolonger par décret le régime actuel d'indemnisation chômage, et ce jusqu'au 31 décembre 2023 au maximum. Donc du coup, il y aura un décret qui sera adopté, une fois que le projet de loi sera adopté, il reviendra au gouvernement de suspendre, non, pas de suspendre, mais justement de pérenniser euh, les, les règles d'indemnisation du chômage, à savoir celles issues de la réforme de 2019. Et ce délai va permettre au gouvernement, après une concertation avec les partenaires sociaux, de préparer une nouvelle réforme de l'assurance chômage avec l'objectif de faire varier les règles d'indemnisation avec la situation du marché du travail. Bon, cette nouvelle réforme de l'assurance chômage, elle doit répondre, toujours selon le gouvernement, aux plus importantes difficultés de recrutement que connaissent depuis la crise sanitaire les entreprises, et à la part grandissante des chefs d'entreprise qui déclarent réduire leur activité faute de candidats disponibles. Et c'est le cas par exemple dans le secteur sanitaire, dans l'industrie ou les transports, où les infirmiers, les techniciens et les conducteurs manquent massivement. Alors, le gouvernement est également autorisé, dans le cadre de ce projet de loi, à prolonger jusqu'au 31 août 2024 par décret le bonus-malus sur les cotisations chômage applicables aux entreprises de 7 secteurs qui recourent très souvent à des contrats courts. Bon, juste petit rappel, le bonus-malus, il a pour objectif d'inciter les employeurs à intégrer donc, dans leur décision de recruter et de se séparer des salariés, les conséquences que celles-ci induisent sur le coût financier et social du chômage. En fait, ici, il s'agit plus particulièrement d'inciter les employeurs financièrement à proposer davantage de contrats à durée indéterminée, tout en rallongeant la durée des contrats à durée déterminée, plutôt que de recourir à des missions d'intérim ou à des CDD très courts. Voilà. Donc c'est comme ça que nous a été vendu le bonus malus sur les cotisations chômage. On joue avec la carotte pour l'employeur en disant vous aurez, moins de cotisations à payer si vous embauchez plus de CDI, et si vous rallongez la durée des contrats à durée déterminée. Ouais, donc on est toujours dans une logique incitative et pas dans une logique de contrainte. Voilà. Et, et ici, il est question, encore une fois, de pérenniser ce type de logique, et ce jusqu'au 31 août 2024. Bien sûr, c'est le gouvernement qui décidera de mettre en place une telle prolongation par décret. Bon, donc ça c'était pour le premier volet. Donc deuxième volet, on va parler de la validation des acquis de l'expérience, donc qui a été élargie aux, comment on appelle ça, aux proches aidants et aux aidants familiaux. Alors,
L'accès donc du coup à la validation des acquis de l'expérience, donc elle est élargie aux proches aidants et aux aidants familiaux, donc pour accompagner les reconversions professionnelles des salariés et résorber le chômage de longue durée dans les métiers en tension. Les proches aidants et les aidants familiaux donc, pourront désormais faire valoir les compétences acquises dans la prise en charge de la dépendance ou de la fin de vie d'un membre de la famille. Alors, je rappelle juste que le proche aidant, c'est une personne qui réside avec une personne âgée ou qui entretient des liens avec elle, enfin des liens étroits et stables, et qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes et ou des activités de la vie quotidienne, donc de cette personne âgée. Donc je vous renvoie à la définition qui figure à l'article L 113-1-3 du Code de l'action sociale et des familles. Et pour ce qui est de l'aidant familiaux, c'est le conjoint, le partenaire, dans le cadre d'un PACS, ou le concubin, un parent ou un allié de la personne âgée, qui va encore une fois, pareil, lui venir en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir toute partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Bon. Donc là, au moins, vous avez une idée de ce à quoi correspondent donc ces deux notions. Et le texte permet donc la comptabilisation donc des périodes de mise en situation en milieu professionnel au titre de la durée minimale d'expérience requise pour prétendre à la validation des acquis par l'expérience. Et il y a aussi une simplification de certaines procédures en la matière. Bon. Juste pour rappel, la validation des acquis, ça permet d'obtenir en totalité ou partie un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, et le candidat doit remplir un dossier dans lequel il décrit les activités principales qu'il exerce ou qu'il a exercées, ainsi que leur contexte d'exercice et les ressources mobilisées. Et vous avez un jury une évaluation de ce dossier qui est suivie d'un entretien avec un jury. Et c'est le jury qui décide de valider toute ou partie du diplôme visé. Voilà. Et après, bon, s'il y a une validation, partielle du diplôme, le jury fera des préconisations aux candidats pour obtenir la totalité du diplôme. Voilà. Donc en gros, au lieu de suivre une formation, je sais pas, que ce soit à la fac ou même que ce soit pour suivre un BEP ou un CAP, on vous offre la possibilité, via ce mécanisme de la validation des acquis par l'expérience, d'obtenir un diplôme, simplement du fait que vous avez pratiqué une activité ou que vous êtes actuellement en train de pratiquer une activité. Voilà. Et bien sûr, donc toutes les informations que j'ai, je les chope sur viepublique.fr, et il est précisé qu'il va y avoir une grande réforme apparemment de la valorisation des acquis par l'expérience. Après, donc dernier volet, pour ce qui est du corps électoral dans les entreprises, donc le projet de loi modifie le code du travail qui définit les conditions pour être électeur aux élections professionnelles, et permettant notamment de désigner les représentants des salariés dans les comités socio-économiques. Alors, donc les comités, un comité social-économique, pour rappel, donc c'est une instance de représentation du personnel dans l'entreprise, et le CSE doit être mis en place dans les entreprises de plus de 11 salariés, et les membres du CSE sont élus par les salariés de l'entreprise pour une durée maximale de 4 ans. Et ses compétences, sa composition et son fonctionnement donc varient selon la taille de l'entreprise. Bon, après, de manière générale, pour les CSE qui concernent des entreprises qui ont entre 11 et 50 salariés, bon,
En général, le CSE a pour fonction de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l'application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale. Et il y a aussi les réclamations individuelles ou collectives concernant l'application des conventions et accords applicables au sein de l'entreprise. Mais cette instance, donc le CSE, contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises et cette instance réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Bon, et je tiens juste... Ah, excusez-moi. C'est juste... c'était un réveil de secours. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, le CSE, normalement, l'ancêtre, c'est... alors, j'essaie de retrouver le nom de l'ancêtre. Ce sont, oui, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et du coup, donc, ces comités-là, ils existaient avant le 1er janvier 2020, avant d'être remplacés justement par les comités socio-économiques. Bon. Du coup, j'en étais où avec mes conneries? Ouais, et du coup, cette réforme donc des comités socio-économiques, elle tire les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021 qui avait déclaré comme étant contraire à la Constitution certaines dispositions du Code du travail. Bon. Pour information, ça, on va dire, ce sont les dispositions du L2314-18 du Code du travail. Et en fait, le législateur avait jusqu'au 31 octobre 2022 pour opérer justement cette modification des règles, comment on appelle ça, des règles des règles électorales au sein des comités socio-économiques. Et du coup, ce que nous indique viepublique.fr, c'est que sont inscrites pour la première fois donc, dans la loi les critères d'exclusion en matière d'éligibilité, donc retenus de façon constante par la Cour de cassation et non remis en cause par le Conseil constitutionnel. Et du coup, les salariés donc assimilables à l'employeur en raison des attributions qui leur ont été déléguées ou qui représentent l'employeur devant les instances représentatives du personnel restent inéligibles. Et enfin, le texte, donc le projet de loi, donc va être complété par une série de ratifications d'ordonnances qui ont été édictées durant la crise sanitaire et qui concernent le domaine du travail, de l'emploi et de la formation. Alors, pour ce qui est de ce que donc là vous demandez qu'est-ce qu'on entend par ratification d'ordonnance. Donc déjà, je rappelle qu'une ordonnance, c'est un texte qui est adopté par le gouvernement dans le domaine de la loi. Et du coup, pour ce qui est de la ratification, concrètement, c'est lorsque le Parlement adopte une loi afin que l'ordonnance puisse avoir tout simplement la même valeur qu'une loi. Car sachez que sans ratification, l'ordonnance a la même valeur qu'un acte réglementaire. Donc comme les décrets, les arrêtés, etc. Et du coup, si les ordonnances ne sont pas ratifiées et qu'elles ont valeur réglementaire, eh ben, elles peuvent être contestées directement devant le Conseil d'État, donc devant le juge administratif. En revanche, donc du coup ça découle en fait d'une décision du Conseil d'État donc du 19 octobre 1962 qu'on appelle Canal Robin et Godot. Et du coup c'est comment dire, pour contester, si je puis dire, on va dire, pour éviter que les ordonnances puissent être contestées devant le juge administratif, et plus particulièrement devant le Conseil d'État, eh ben, le Parlement ratifie les ordonnances. Et à partir du moment où l'ordonnance est ratifiée, et du coup qu'elle a la même valeur qu'une loi, il est impossible pour le Conseil d'État de les contrôler directement. C'est-à-dire de vérifier que l'ordonnance est conforme à la loi.
ou même là, là, en fait, en l'occurrence, qu'elle serait conforme à la Constitution. Parce que je rappelle que le Conseil d'État ne peut pas contrôler directement la constitutionnalité de textes qui ont la même valeur qu'une loi. Ça découle en fait de la décision du Conseil d'État Arrighi, donc de mémoire je crois que c'est 1936. Voilà, voilà. Théorie de la loi écran, vous connaissez, c'est-à-dire le cas où vous avez un décret qui est adopté afin d'exécuter une loi. Et du coup, bon, ben, le Conseil d'État peut pas contrôler ce décret parce que le décret, on va dire, participe à l'exécution de la loi, et que si le Conseil d'État contrôle ce décret, en réalité, ben, il contrôle la loi. Et ça, le Conseil d'État ne peut pas faire ça. Voilà, voilà. Bon, je crois que j'ai terminé, donc sur ce, j'espère que cette capsule vous a intéressé, et au pire, bon, ben, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, et mettez le petit pouce. Allez, c'était Matt DH sur Vue à droite. A plus les juristes.